Bonsoir chers auditeurs, nous allons faire la troisième séance du cours de recrutement et sélection. Comme vous le savez, lors des séances précédentes, nous avons d'abord défini la gestion des ressources humaines, identifié les différentes activités liées à la gestion des ressources humaines et identifié aussi les trois étapes liées à la gestion des ressources humaines, ce qui nous a permis un peu de mettre l'objet de notre cours, c'est-à-dire le recrutement et la sélection, dans ce contexte-là général de gestion des ressources humaines. Parce que comme vous savez, le recrutement est une activité dans la gestion des ressources humaines. On avait dit que le recrutement c'était un processus qui démarre du constat du besoin et se termine à l'intégration de la nouvelle recrue. Et par rapport à cette première étape du recrutement qu'est le besoin, n'est-ce pas, on l'a traité lors des séances dernières, c'est-à-dire on a traité de l'identification du besoin, n'est-ce pas, des causes du besoin en recrutement, des natures du besoin en recrutement. On a fait aussi l'analyse du besoin en recrutement et je pense que lors de notre dernière séance, on s'était en tout cas un peu arrêté sur cet aspect-là de l'analyse du besoin, qui est une étape très importante, notamment du recrutement, mais surtout aussi de la gestion des ressources humaines, parce que l'analyse du besoin, c'est une activité, comme j'ai l'habitude de le dire, qui est transversale à toutes les activités RH, parce que dans toutes les activités de gestion des ressources humaines, n'est-ce pas, nous allons trouver l'analyse du besoin, ou bien l'analyse du poste. Maintenant, parce que c'est cette analyse-là dans le recrutement qui permet de connaître le poste, d'identifier les missions du poste et par rapport aux missions que la personne aura à faire et par rapport au calibre même des missions, de pouvoir positionner le poste dans l'organigramme et identifier aussi ses liens hiérarchiques, mais aussi identifier, n'est-ce pas, le profil, les exigences du poste, c'est-à-dire en termes de diplôme, connaissance, en termes de savoir-faire, expérience professionnelle réussie, mais aussi en termes de savoir-être, n'est-ce pas, la conduite à tenir pour occuper ce poste et les différentes capacités, n'est-ce pas, demandées par le poste. Et après cette analyse du poste, c'est là où on a l'output qu'on appelle la fiche de poste, parce que la fiche de poste, n'est-ce pas, c'est un document qui accompagne la future recrue, n'est-ce pas, dans l'exercice de sa fonction, parce que c'est la fiche de poste qui explique ce que la personne aura à faire, avec qui elle aura à le faire, mais aussi comment elle aura à le faire, quels sont les moyens qu'on va lui donner, n'est-ce pas, mais aussi ça permet aussi à l'organisation de déterminer la rémunération qu'on va donner à cette nouvelle recrue, parce que ça c'est toujours dans, en fait, c'est l'analyse du poste qui donne cette fiche de poste et, n'est-ce pas, l'ensemble des caractéristiques du poste. Et la fiche de poste aussi, c'est un document important parce que ça permet aussi d'aller faire la recherche de candidature. Comme je l'ai dit la dernière fois, si on fait une mauvaise analyse de poste, on aura une mauvaise fiche de poste. Et c'est la fiche de poste qui est l'outil principal pour la recherche de candidature, pour la recherche de candidats. Alors, si l'outil n'est pas bien fait, l'outil n'est pas adapté, alors inévitablement, on va faire un mauvais recrutement. C'est pourquoi, vous voyez, d'où l'importance de la fiche de poste. Maintenant, pour que cette fiche de poste puisse servir, n'est-ce pas, aux recruteurs pour aller chercher les candidats, on doit la transformer en annonce. Comment? En ajoutant deux éléments. Le premier élément, c'est la durée de validité de l'offre, c'est-à-dire la date de validité de l'offre. Mais aussi, le deuxième élément, ce sont les coordonnées de l'offre. Parce que ce sont ces deux éléments-là qui transforment la fiche de poste, qui est un document interne, en une annonce qui est un document externe. Maintenant, la semaine dernière aussi, on avait traité de l'annonce, n'est-ce pas? Quelles sont les caractéristiques qui incombent à une annonce? On avait dit qu'une annonce pouvait être fermée, une annonce pouvait être ouverte. Dans quel cas on ferme une annonce? C'est-à-dire, c'est dans le cas où le profil recherché n'est pas un profil très rare. Dans quel cas on va ouvrir l'offre? C'est dans le cas où le profil recherché n'est pas un profil, n'est-ce pas, facile à avoir. C'est pourquoi on ouvre l'offre pour permettre aux potentiels candidats de pouvoir accéder, d'avoir accès à l'offre, de pouvoir voir l'offre, comment dire encore, entrer en connaissance de l'offre et pouvoir postuler. Maintenant, quelles sont les trois techniques qui permettent d'ouvrir l'offre? On avait dit que allonger la durée, d'abord allonger la durée de validité de l'offre. On pouvait aussi multiplier
les parutions, c'est-à-dire l'offre peut paraître 2 ou 3 fois, 4 fois par semaine ou bien tous les jours, ou bien comment dire encore, multiplier les supports de publication, utiliser beaucoup de supports de publication pour rendre plus visible l'offre. Voici les 3 techniques qui permettent d'ouvrir une offre. Maintenant, une fois qu'on a l'offre, aujourd'hui on va aller à la recherche de candidatures, n'est-ce pas? Parce que c'est avec l'offre qu'on va aller chercher les candidats dont on a besoin. Maintenant, dans la recherche de candidature, on avait dit qu'on peut avoir, n'est-ce pas, comment dire encore, 2 méthodes. C'est-à-dire on peut faire la recherche en interne ou bien on peut faire la recherche en externe. Maintenant, la recherche en interne, une fois qu'on a la fiche de poste, n'est-ce pas, et il faudrait mieux, n'est-ce pas, faire la recherche des candidatures en interne. Pourquoi? Parce que ça participe à la mobilité interne, qui est une activité intégrante de la gestion des ressources humaines, à la mobilité interne, à la gestion des carrières. Parce que un candidat qui est recruté, le poste pour lequel il est recruté n'est pas une fin, mais c'est un moyen qui lui permet peut-être de monter en compétence et d'occuper des postes plus importants au sein de l'entreprise, avec plus de responsabilités au sein de l'entreprise. C'est pourquoi, n'est-ce pas, les candidats qui sont en interne, c'est-à-dire les employés qui sont en interne, s'il y a des postes, n'est-ce pas, qui se libèrent au sein de l'entreprise, logiquement, on doit d'abord voir en interne si on n'a pas le profil, parce que ça va participer à la motivation des employés, n'est-ce pas, ça va participer à leur fidélisation et à leur développement, comme on l'a dit lors de la première séance, les différentes étapes de la gestion des ressources humaines. D'abord l'acquisition du personnel, ensuite la conservation et le développement des RH. Maintenant, pour pouvoir conserver et développer les ressources humaines, c'est-à-dire une des activités qui nous permettent de conserver et de développer nos ressources humaines, c'est la mobilité interne, c'est-à-dire le recrutement en interne. Prendre les candidats qui sont en interne, n'est-ce pas, et s'ils ont le profil, n'est-ce pas, et c'est ça va participer à leur fidélisation, mais aussi à leur développement. Mais le recrutement en interne, comment dire encore, respecte les mêmes critères, n'est-ce pas, le même process que le recrutement en externe. C'est le même principe. C'est juste que ici, le candidat, il est en interne. Quand on fait un recrutement en interne, il faut lancer l'offre, il faut le publier, peut-être faire passer l'offre, le partager avec l'ensemble des collègues, l'afficher peut-être dans le tableau d'affichage ou bien l'envoyer dans les mails des collègues. Et les collègues qui sont, n'est-ce pas, intéressés par l'offre, qui jugent qu'ils ont le profil, n'est-ce pas, pour l'offre, ils vont déposer leur CV, ils vont postuler. Ils vont postuler, le recruteur aussi va faire la sélection, va faire le tri des CV qu'il va recevoir, faire une shortlist et les recevoir en entretien. Ils feront un entretien comme si c'était des candidats externes. Et si dans ce par rapport à ce recrutement-là aussi, si on doit faire un test, ils feront aussi ce test-là. Et si le candidat est recruté en interne, n'est-ce pas, alors la phase d'intégration, on n'aura qu'une seule étape de l'intégration, parce qu'on a dit que dans l'intégration, on a 2 types d'intégration. D'abord l'intégration technique et ensuite l'intégration sociale. Alors ici, dans ce cas-là, il n'y aura pas d'intégration sociale. Pourquoi? Parce que la personne est déjà dans l'entreprise, qu'il maîtrise alors la culture de l'entreprise, il est déjà intégré au sein de cette entreprise-là. Alors son intégration va être juste par rapport à son poste, c'est l'intégration technique. Il sera intégré, n'est-ce pas, par rapport à son poste. Comme on l'a dit, la proposition interne nécessite une identification des compétences requises dans l'organisation, ce qui est une solution intéressante pour l'entreprise parce qu'elle connaît déjà les candidats. La promotion et la mobilité interne sont des outils de motivation non négligeables. De plus, ceci permet d'avoir un personnel d'ores et déjà rompu aux valeurs et cultures de l'entreprise. Maintenant, c'est une fois qu'on a fait la recherche en interne et qu'on ne trouve pas le candidat, c'est en ce moment-là qu'on va aller chercher le candidat en externe, en publiant l'offre en externe. Là aussi, c'est très important parce que quand on publie une offre, le choix, n'est-ce pas, des éléments qui vont constituer l'offre est très important, c'est-à-dire la durée de validité, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à la nature du poste,
et les supports qu'on va utiliser, tout ça c'est important parce que les supports qu'on va utiliser dans la publication de l'offre doivent correspondre à des supports qui, les potentiels cibles, n'est-ce pas, sont susceptibles d'utiliser ces supports-là. Parce que on publie une offre pour atteindre une cible. Dans ce cas-là, il faut savoir de quel type de cible, quelles sont les personnes qui sont ciblées, mais aussi ces cibles-là, quels sont les supports qui sont susceptibles de consulter, n'est-ce pas? Ça, c'est important dans l'offre. Mais aussi, toujours dans le choix des supports de publication, et ça dépend aussi de la position de l'entreprise, c'est-à-dire de sa position géographique, mais aussi de son marché, c'est-à-dire dans quel environnement, n'est-ce pas, l'organisation intervient. Si c'est une organisation internationale, je vous donne un exemple, c'est une ONG internationale qui, son bureau régional se trouve à Dakar, exemple, mais c'est une ONG qui regroupe, disons, 12 pays. Et le poste pour lequel on est en train de recruter, c'est un poste, n'est-ce pas, régional. Alors dans ce cas-là, les ressortissants de ces 12 pays-là peuvent être concernés par le poste. Ainsi donc, quand on va publier l'offre, il faut tout faire pour que les ressortissants des autres pays puissent avoir accès à l'offre, n'est-ce pas, de façon, n'est-ce pas, équitable. Ça permettra à tous ces candidats-là, toutes les nationalités, de pouvoir postuler. On ne va pas seulement publier l'offre dans un support, n'est-ce pas, 100% sénégalais, qui se limite au Sénégal, sachant qu'il y a des potentiels candidats dans d'autres pays. Alors dans ce cas-là, on fera de l'exclusion, et c'est pas, n'est-ce pas, c'est pas normal dans le cadre de ce genre de recrutement. Alors c'est pourquoi le choix du support doit être pertinent par rapport aux besoins du poste, mais aussi par rapport à la position de l'organisation, sa position géographique, mais aussi sa position en termes d'intervention. Maintenant, si on a la proposition interne, on est à la proposition externe, excusez-moi, utile quand les compétences n'existent pas en interne adaptées à un objectif de changement de culture, par exemple. Dans une optique d'innovation, l'entreprise peut procéder à la recherche elle-même ou bien faire appel à un candidat, à un cabinet externe. Dans certaines entreprises, tout ça, ça dépend aussi des procédures internes de l'entreprise. Dans certaines entreprises, certains postes ou bien tous les postes, le recrutement de leur personnel peut être fait par un cabinet externe. Mais ça, c'est le choix de l'entreprise, c'est-à-dire c'est par rapport à ces procédures internes. Il y a des entreprises où aussi le recrutement est fait par leur direction des ressources humaines et par un comité qui est identifié par le directeur général. En tout cas, selon le cas, n'est-ce pas, nous devons respecter les procédures qui existent au sein de ces entreprises-là. L'entreprise peut procéder à la recherche elle-même ou bien faire appel à un cabinet de recrutement ou bien recourir à l'approche directe, c'est-à-dire la chasse de tête. Voici en termes de recherche de candidature, c'est-à-dire en termes de sourcing, ce qu'on avait à développer sur cette partie-là. Bon, je vous demanderai après avoir visionné cette vidéo, de préparer vos interventions, de faire des recherches par rapport à vos interventions. Pour pouvoir apporter peut-être par rapport à si vous avez des questions, ou bien apporter des contributions, ou bien voilà, nuancer peut-être le support du cours. Ça nous permettra à la prochaine séance de développer les interactions et puis de pouvoir mieux creuser, n'est-ce pas, les aspects liés à la recherche de candidature. Je vous remercie et bonne soirée.